Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de One Piece. Alors déjà je voulais vous dire que j'ai la voix qui est totalement niquée parce que je viens de record cette vidéo et oh mince, je n'avais pas branché mon micro de merde, donc le son était encore plus complicado si je puis dire que d'habitude. Bref, ça c'était le moment où je me plaignais. Aussi je vous demanderai un petit peu d'indulgence pour la simple et bonne raison que je ne sais pas encore comment traiter One Piece, hein. Je n'ai pas envie de faire des grosses vidéos, des vidéos à chaque review parce que j'ai pas forcément le temps. Je veux dire, une réaction, une lecture, ça se fait facilement, c'est pas un problème. Mais bon, faire des vidéos comme ça avec un peu de montage et tout, avec mon ordinateur qui met 3-4 heures à exporter des trucs de 30 minutes, c'est compliqué. Aussi, là, j'ai le ventilo dans le dos, là, parce que, bah, putain, il fait 45 degrés chez moi. Non, je rigole, il fait 33, mais c'est quand même chiant. Donc bon, hein, voilà. Je suis actuellement en slip et que j'ai l'impression d'avoir une polaire sur moi alors que je suis à moitié à poil. Bref, pour revenir un peu plus sur la manière dont je traite One Piece sur la chaîne, voilà, j'ai envie de parler, enfin, j'ai envie de faire des trucs sur One Piece, donc je vais continuer à faire mes lectures et react, pardon. Mais j'ai pas envie, voilà, d'être là à brasser de l'air non plus sur des vidéos. Je pourrais en faire des shorts parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infos, mais je me suis fait la réflexion, je me suis dit putain, s'il y a un mec qui connaît pas et qui lit pas, enfin qui lit pas les scans et tout, ou qui est pas à jour, il tombe là-dessus par hasard, enfin, ouais, j'ai pas envie de foutre la merde. Bref, générique, on y va. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu d'un résumé global en vous parlant des différents points. Donc on va commencer avec Erbaf, on va en parler de Gaban, etc. Pour ensuite aller sur l'analyse générale du 1152. Si ça, je trouve que ça marche bien, on fera ça pour les autres fois. Alors, peut-être la prochaine fois, la prochaine analyse, ce sera pas dans 10 chapitres. Là, c'est juste que... Bah, à la base, je voulais faire avec le 1151, mais j'ai pas eu le temps pour des raisons perso. Donc, soit ça se fera pas parce que j'ai des raisons perso qui m'empêchent de le faire et parce que c'est chronophage, soit parce qu'il n'y a pas d'éléments vraiment intéressants. Bon, par exemple, le prochain truc... le chapitre 1153, semblerait-il, ce sera sur flashback. S'il y a des révélations, des trucs à traiter qui peuvent être pertinents, je ferai une analyse. Sinon, eh bah, j'attendrai le suivant, etc. Bref, commençons déjà avec Erbaf. Alors, au niveau des nouveaux noms qu'on a eu depuis la dernière fois, hein, parce que bon, on s'est arrêté au 1141, nous avons Ange qui est prof de langue et qui est bibliothécaire, nous avons Kiba qui est directeur de l'école des Morses et ancien membre de l'équipage légendaire Les Géants, Blade qui est prof de maths, Wolf avec 2 F comme fils de pute qui est prof de PS, et voilà. Nous avons aussi eu la notion de l'escargot bigot, un escargophone utilisable uniquement sur Erbaf. Nous avons eu l'information aussi sur les pompiers d'Erbaf. Voilà, il y a une brigade de pompiers, je trouve ça très sympa et marrant. Une installation de scientifiques qui est là depuis à peu près, paraît-il, d'après Lilith, 3000 ans. Ripley trouve que oh, c'est pas possible, ouais. Bref, bon, Franky la zizi bâton en voyant ça, mais bon, il y a une attaque avant. Parce qu'il est sûr qu'à l'intérieur de ce bâtiment, il y a divers secrets révélés. C'est pourquoi j'ai envie de dire que bah, si Erbaf tient le coup, ça va rester un élément important. Mais puis ça pourrait aussi être la maison où Lilith, elle va vivre comme base. Mais bon... Que va-t-il advenir d'Erbaf? Pour ce qui concerne la faune, nous avons le Groguiorus qui va finir dans le bidou de Loki. Nash, c'est le nom du bouclier qui contient un peu de l'âme de Big Mom, un peu comme Zeus. Probablement lorsque le père de ce personnage, dont j'ai oublié le nom et que j'ai pas pris dans mes notes parce que je suis un fils de pute, mais ce sera écrit pour vous, a probablement eu affaire à Big Mom il y a quelques temps, quoi, hein. On a aussi eu les noms d'enfants de Erbaf, donc Ilva, Karine, Olav, Saldi, Ronja, Mag, Born, Johan, Beth et Coron. Et d'ailleurs, Jarl, c'est l'ancêtre de Ronja, hein. Alors c'est l'arrière-arrière, je sais plus quoi, mais voilà, on va dire son ancêtre, c'est plus facile. Oui, je suis un connard. Et c'est d'ailleurs à cause de ça que Jarl donnera l'ordre à Ange de brûler l'école et la bibliothèque. Là, on va faire un petit bond pour parler directement du 1151 avec Thornman qui devient un démon, Kashi qui ne devient pas démon. D'ailleurs, je rebondis là-dessus, mais dans le chapitre 490, Oimoi Kashi rentre pour Erbaf. Voilà, donc disons qu'on avait
Pas mal de préparation paiement hein, dans l'œuvre. On va parler de l'aile gauche du roi des pirates, Scooper Gaban, parce qu'on a quelques petits éléments à dire sur lui. Déjà le fait qu'il ait ressenti 3 voix inhabituelles, bon bah ça clairement c'est les voix, ça semble être les âmes, et ça semble être les âmes des chevaliers divins, hein. Ils sont 3 connards, ils sont inhabituels, voilà. Lorsque Sommer revient pour attaquer Robin, Gaban arrive avec un moment de badassitude et une utilisation très forte de son fluide afin de faire des dégâts à Sommers pour qu'il ne puisse pas se régénérer. Mais surtout, il crée un faux raccord sur le bras. Au-delà, c'est un génie. Oh, ça va, je taquine la belette. Hein. Il a aussi un fluide perceptif de baiser. Pardon pour la vulgarité, j'ai écrit ça dans mes notes. Non, je déconne, j'en ai rien à foutre. Un peu à la manière de Shanks, puisque lorsque Coron est pris en otage par Gunko, il voit l'avenir, un peu comme Shanks avait vu l'avenir avec Eustace Captain Kidd, mais pas comme dans Chien qui lui peut voir que très légèrement dans l'avenir, qui était plus une notion qui nous a été introduite avec lui. Et on a un flashback qui est très touchant concernant la mise au monde de Coron lorsqu'il dit à Ripley merci de l'avoir mis au monde Ripley. Et je trouve ce moment extrêmement choupinou-pinou-piné. Nous allons parler de Loki. Non, pas ce Loki, enfin. Oh, je fais des boutades. C'est bon, arrêtez de faire la gueule, on s'emmerde. Merde, crotte, fichtre. Loki, il frappe l'arbre d'Adam avec Ragnir, la foudre, la flamme. Il a les cornes d'un géant antique. Arad, il élève ses 2 fils. Mais Loki, lui, eh ben, il trouve que Jorin, il est faible et il est illégitime au trône parce que c'est un sale bâtard. Et ouais, bâtard. Et tout là, Starfala, Loki la racaille. Et c'est marrant, j'aime bien la scène où Luffy donne de la bouffe à Loki, c'est rigolo. En plus, Gerd, c'est marrant parce qu'elle a l'air d'être une grosse psychopathe vu qu'elle se réjouit de l'ébouillantage. Et oh, Gerd, marche-moi dessus aussi, putain. On a un autre parallèle assez intéressant entre Luffy et Loki parce que autant Luffy, il est un immense fan de Shanks, au même titre que Loki est fan de Shebex. Des Rocks. Et là vous pourriez me dire oui bon ça s'arrête à ça. Non parce que les deux veulent rejoindre leur équipage mais étaient trop jeunes parce que ce sont des gosses. L'un s'est fait battre et l'autre bah Shanks il est pas non plus débile hein, avec son fameux pari sur l'avenir MDR. Mais voilà c'est un parallèle assez intéressant et touchant je trouve en tout cas. Et un peu comme Roger ou Joy Boy l'avait dit, je ne sais plus lequel des deux, Loki est né à la mauvaise époque. De son point de vue. Oh. Mais tu nous rotes à la gueule. Oui. Pardon. Alors, on va parler des chevaliers divins. Alors, avant d'en parler au cas par cas, on va parler un peu de l'aspect général. Moi, je trouve que, eh ben, ils ont une bonne alchimie entre eux, malgré le fait que ce soit d'immondes fils de pute. Sinon, le jeu auquel fait référence Shamrock, c'est surtout le fait de capturer les gamins. Hein, c'est pas vraiment ce qui est dit à partir du 1151 avec le dôme irréversible là. C'est un peu une préparation paiement mais clairement ils avaient pas prévu puisque Imu arrive en mode bon vous prenez trop de temps là je vais m'occuper de ça quoi merde. Et ça on va en reparler après quand on parlera d'Imu. Sinon donc alors on a Sommers le sac à merde descendant probable de Joe Peter Shepherd avec son fruit des épines. Alors bon je vais pas vous faire un dessin, il crée des serpents en épines, il peut créer des épines, il a une épée en épines, il est piquant, ah là là. Il utilise d'ailleurs une expression qui est il n'y a pas d'amour sans épines. Alors la vraie expression c'est il n'y a pas de rose sans épines qui signifie simplement que pour profiter d'un truc agréable, on doit endurer un truc douloureux. Par exemple, j'ai envie d'avoir mon collector de One Piece. Et je suis obligé de faire la queue à partir de minuit. Je vous déteste tellement les scalpers, je vous chie à la gueule, bordel de merde. Alors, Killingham, et là vous allez me dire, mais Rock, d'habitude tu l'appelles Killingham, pas Killingham. Tu dis que c'est des connards les gens qui l'appellent Killingham, pas qui l'appellent Killingham. Et ben en fait, à partir du 1151, il y a une note pour corriger le nom. Killingham n'est plus Killingham mais Killingham. Donc désolé. Après les éditeurs français aussi ils ont fait ça hein, donc merde. Bon grosso merdo Killingham parmi les mâts qu'il a créé il y a Nika qui est un dieu de la destruction de certains, enfin dans un point de vue. On a Loki aussi qui est une peur par rapport à la destruction. On a le loup Fenrir, les fantômes, les zombies, donc les Drangars, la tempête, Nigdod le dragon tonnerre et Jormungand. Et ta mère. Alors bon, tout ça fait référence à des vrais trucs, etc. Pardon, je n'ai pas assez de connaissances sur la mythologie pour pouvoir les présenter.
Et très sincèrement, j'attendrai de parler de ça dans la big vidéo qui va résumer l'ensemble de l'arc narratif. Un peu comme la vidéo sur Egghead. Alors, c'est vrai, j'ai été débile parce que j'aurais dû attendre la fin de l'arc en animé. C'est ce que je ferai pour Airbaf. J'attendrai que l'animé soit fini et là on pourra parler de l'arc en entier. Mais voilà, je pourrais au moins déjà un peu préparer la vidéo, etc. Mais voilà, j'ai été très débile de le faire alors qu'on est à la partie 2 de Egghead. Et j'en suis désolé, mais pareil, hein, je suis un peu déçu de cette vidéo, dans le sens où j'avoue que j'ai fait un peu de la merde sur certains points, j'ai un peu chié dans la colle. Et j'essaierai de ne pas reproduire ça pour la partie avec Airbaf. Concernant ce cher Killingham, alors il a le fruit du dinosaure Zoan mythique en version girafe, c'est un homme matérialisation. Pareil pour ce qui est du Killin et tout, machin, on n'est pas sur un girafodontosaure là, mais bref, ou girafotitan, je sais plus. Bon bref, il extrait les mâts des rêves des enfants et il les crée grâce à des Nightmare Halls. Les mâts sont immortels et surtout quasiment inépuisables. C'est-à-dire que bon, on voit après, mais les gamins ils cauchemardent d'un démon, les démons apparaissent, etc. etc. D'ailleurs, élément assez intéressant qui fait sens et qui est logique, on peut ressentir les sens de ces rêves et cauchemars qu'il met en réel, mais il n'y a pas la réelle existence. Par exemple avec la bouffe, c'est de la bouffe qui est délicieuse, mais c'est de la bouffe qui n'a pas de calories. Mais par contre qui peut te donner l'impression que tu as pris un bon repas. Donc on peut voir, on peut toucher, on peut entendre, on peut sentir, on peut goûter. Mais techniquement ce sont des coquilles vides. Ça fait sens, mais au moins on a une justification de ça. Et on voit d'ailleurs la forme hybride du fruit de Killingham. Et j'avoue que moi j'aime bien les deux. J'aime bien les deux formes, la forme normale et la forme hybride. Et maintenant nous n'allons pas parler des Bruno, mais on va parler de Gunko. Gunko, alors bon, elle a peur de Nika, elle est insensible, elle est choupie. Elle écoute New World de Soul King. Donc elle est fan de Brooke. Elle aime pas qu'on la traite d'humaine. Elle dit de toute façon le monde il va disparaître. Alors qu'est-ce qu'on en a à foutre? Pourquoi Clover, Olivia et Punk là ils font des recherches? Elle donne un coup de genou dans la gueule de Usopp. Et j'ai envie d'être Usopp, bordel de merde. Parce que marche-moi dessus. Et elle veut Brooke comme musicien en tant qu'esclave. Mais il refuse donc elle le défonce. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voie, j'en suis désolé. Non, sur un point de vue plus spéculatif et intéressant, Gunko se souvient de Brooke quand elle était gamine. Un Brooke qui rêve d'être pirate. Donc un Brooke avant les Rumbars. Qu'est-ce qu'on a comme info sur Brooke avant les Rumbars? Et avant d'être un pirate, il appartenait, et là je vous le donne en mille, pardon, dans le chapitre 489, Brooke nous dit: on me surnomme aussi Brooke le fredonneur, ma prime s'élève à 33 millions de berries, autrefois j'étais chef de la garde royale d'un lointain royaume, pardon j'ai bégayé. Est-ce que Brooke, ce serait genre l'ancien chef des chevaliers divins? Alors non, parce que God Valley, parce que Fingerland. Après niveau timeline, j'avoue, je sais pas, mais bon. Enfin, genre, il y a un truc en tout cas avec Brooke. Mais j'avoue que je sais pas trop quoi dire, parce que bon, avec l'immortalité des chevaliers divins et le fait que Brooke il est très vieux, ça peut coller sur plein de trucs, mais voilà quoi, je sais pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le comment, de quoi, c'est quoi leur relation, est-ce que c'est sa fille, est-ce que c'est la fille d'un de ses potes, est-ce que machin. Est-ce que bidule, est-ce que chouette? Donc j'avoue, j'ai le cul entre deux chaises sur cette histoire et j'attends surtout en fait qu'on ait des réponses. Parlons maintenant de Imu. Alors Imu là qui arrive et qui dit: ouais, Marie-Joie c'est en flamme là, vous prenez trop de temps, je vais m'en occuper moi-même à la Thanos. Alors c'est d'une badassitude. C'est arrivé sur Airbaf, bordel de merde. Prendre possession du corps de le seul individu qui a un masque sur la gueule. C'est du génie. Moi j'adore énormément. Là j'ai bandé comme un phoque quand j'ai eu ces éléments, parce que enfin on a Imu qui rentre en action. Les chevaliers divins ils sont plus que dans l'action. Alors bon, Dragon va falloir qu'il bouge son cul, mais je pense que c'est pour ça que Marie-Joise est en flamme. Mobilisation des chevaliers divins égale mobilisation des révolutionnaires. Bon après ça peut aussi être Teach, hein. On a vu qu'il avait envoyé la FIT là-bas. Mais bref, pour en revenir à ce que nous avons comme élément, Imu a une forme de démon là, avec Gunko qui est ultra badass avec le trident. Dory et Brogy, j'ai pas envie d'en parler parce que je vais chialer, mais bon voilà, démon bleu, démon rouge. Il n'y avait pas meilleure préparation paiement, mais en fait ce que j'adore c'est que Imu là, en genre 5 pages, même pas, en 3 cases, c'est ouais voilà, allez toi de ça, machin, tac, c'est réglé, c'est rien à foutre. Elle a rien à foutre. Il ou elle hein, d'ailleurs, hein, mais rien à foutre. Bref, Imu invoque un livre, ordonne à Brogy d'aller décapiter Jarl. Genre, ça tu vois, t'as ces éléments qui t'arrivent dans la gueule, c'est génial. Ça te montre à quel point le perso est puissant. Et surtout, elle sort un épée et un flingue du bouquin d'ailleurs un peu satanique, hein, pour retirer la main de notre cher Brogy, afin de lui octroyer la puissance du mal. Et je vais continuer à paraphraser: en échange de la part de son espérance de vie, Imu
lui attribue un corps immortel, une puissance surnaturelle. Sous son contrôle, les chaînes du bon sens et de la raison, pardon, disparaissent. Et les démons sont la seule forme de vie qui mérite d'exister. Y a pas plus explicite et y a pas plus badass, sans déconner. C'est-à-dire que Imu arrive, elle est là, elle fait salut Dori, enfin salut Brogy. Toi et ton BFF, vous allez buter votre roi. Pose pas de questions, je te coupe la main, je te rends immortel au niveau de ton corps et je te donne une puissance surnaturelle. Voilà, t'as plus besoin de réfléchir, hein. Nika, tu vas être un homme libre. Là, tu te sens libre, hein, donc t'inquiète, on s'en fout. Et vu que t'es un démon, t'es la seule forme qui mérite d'exister. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai envie de dire un truc, les dragons célestes. Est-ce qu'on n'aurait pas un truc où genre tous les dragons célestes, ce seraient des démons? Ou genre à la fin, Imu va les transformer en démons pour avec l'attaque Contra diabolique et en faire une armée de démons ou un truc dans le genre. Est-ce qu'il y aurait pas ça, genre toutes les personnes qui ont du sang de dragon céleste, du sang royal, sont des démons? Un peu comme on a eu à la fin de l'attaque des titans avec les enfin bon, je vais pas le dire, genre je vais pas le dire parce que c'est du spoil et je sais pas si vous avez vu la fin, mais je pense que vous voyez pour ceux qui ont vu de quoi je parle. Mais en tout cas, pour moi il y a un truc à creuser, il y a un petit truc à creuser, c'est vrai, c'est pas vrai, on s'en fout, hein. De toute façon moi je suis là pour parler avec passion, j'en ai rien à branler d'avoir raison ou tort, je préfère avoir tort, comme ça j'ai la surprise, mais bref. En tout cas, Imu là, même si c'est une nana, elle pose ses énormes couilles sur la table, avec son demi-reversi là, bon je vais pas parler du jeu en détail, pareil j'en parlerai sur la vidéo dédiée à Airbaf. Et quasiment tout, enfin bref, la plupart des guerriers là ils sont en train de devenir des démons. Et les géants sont des armes utiles pour la guerre. Mais bah putain, ça... Non, sans déconner. L'équipage légendaire des géants déjà, hein, ça te donnait un indice. Mais on est bien loin de Little Garden là. Hein. Et enfin, pour finir avec Imu, et là on va parler après du 1152. Imu dit que Harald a commis une erreur de son point de vue. Hein, et que sans cette erreur, Airbaf serait déjà sous leur contrôle depuis longtemps. Cette erreur, à mon sens, c'est de ne pas avoir accepté de pactiser avec le diable que représente Imu, ou d'entrer en guerre. Bon, dès à présent, on va parler du 1152. Alors, là, on va faire comme une review un peu classique, dans un certain sens, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, bon, il y a des éléments qu'on aurait pu placer avec Loki, etc. Mais là, ça va plus être... Je vais vous parler des éléments de manière linéaire, en apportant mon grain d'analyse ou de spéculation ou de boutade en fonction de... J'ai soufflé dans le micro, je crois, je suis désolé. Je vois mes waveforms qui puent. Alors, en tout cas, l'équipage des nouveaux géants, elle est prête à aller en découdre avec les ailes droite et gauche de Luffy pour péter la gueule à ce qui se passe en haut. Mais Loki veut aussi venir. Ajurin, il dit que non. Luffy lui incite à rejoindre son équipage comme ça. Hey, mais si tu fais partie de mon équipage, Ajurin sera obligé de te libérer. Hey, accepte. Mais bon, Loki veut pas être sa pute, alors... J'avoue, Zoro et Sanji ont quand même de bons arguments de poids, de mesure concernant pourquoi ce serait une idée de merde d'amener Loki sur leur bateau. La bouffe et la taille. Imaginez s'il a une gaule dans son sommeil. Mais au-delà de ça, ce que j'ai envie de dire, c'est que... Bah c'est marrant parce que Gaban il engueule Zoro, hein. Vous avez tous les deux du fluide royal, c'est stylé. Ah bon, j'ai du fluide royal? Mais t'es complètement con, espèce de merde, tu sers à rien, comment tu veux servir ton capitaine? Bon, on l'aura compris, mais cette dualité aile gauche, aile droite, c'est quelque chose qui est assez marrant parce que bon, bah on l'aura compris, mais Zoro c'est un peu un nouveau Rayleigh, Sanji c'est un peu un nouveau Gaban, pardon. Et Luffy c'est le nouveau Roger, donc voilà, il y a ces dualités qui jouent. Je vais pas vous faire un dessin, mais vous avez comprendu. Ajurin il veut pas de l'aide de Loki parce que c'est un connard. Il va rejoindre le gouvernement. Bah non, on l'a vu, mais eux, ils le savent pas parce que lorsque Shamrock a dit hey, rejoins-nous, nous sommes déjà 11, on est bien. Viens, viens, on est bien là, viens. Et il n'a plus confiance envers Loki après ce jour-là, le jour de la mort du roi Harald. Et là, OMG, on va rentrer dans un flashback de cette fameuse journée horrible. Éponyme titre du chapitre. Conviés au château par Harald, Jarl et Loki vont au château, hein. C'est ce que ça semble être un guet-apens puisque Harald il se fait tuer par des soldats. Hein, et on n'a pas vraiment d'autres infos, à part le fait que la pièce soit fermée, que Jarl il se reçoit une épée dans la gueule, et qu'il y a le fruit du démon interdit, blablabla. Il y en a d'ailleurs qui pensent que Harald ce serait un démon de Imu, et c'est pour ça que les gardes l'auraient tué, mais franchement, non, moi j'y pense pas, enfin j'y crois pas vraiment, parce que, en tant que démon, force surnaturelle, immortalité, donc c'est pas une bande de pecnos comme ça avec leur lame qui vont le buter, donc bref. Avant de parler de la fin du chapitre, du coup, nous arrivons sur l'avant-dernier élément où on est chez Gabon. Alors déjà, Oda, c'est la deuxième fois là que je vois un faux raccord parce qu'il manque une cicatrice. Hein. Mais bref, ça je te le... c'est pas grave. Mais ce que j'aime bien, c'est le parallèle de physique entre Gaban et Sanji. Genre on en a parlé plus tôt là avec les parallèles de l'équipage de Roger et celui de Luffy. Mais sans déconner, j'aime bien beaucoup en fait. J'aime bien beaucoup.
C'est vraiment bien. Bon, en tout cas, chez Gaban, bon, allez, je vais paraître vraiment bouffe, mais bon. Oh, Ripley, là, qui... Moi aussi, j'ai envie d'être dans le bain, là, avec Ripley qui nous regarde pour demander comment ça va, là. Oh, ouais, oh, Ripley, marche-moi dessus, par pitié. Ah alors, je tiens à le préciser, mais j'ai pas oublié, quand l'arc sera fini, on fera le décompte du nombre d'images qu'il y a de Gerd et de Ripley par rapport à Rule 34. Quand le premier chapitre sur Gerd, enfin oui, quand Gerd est apparu sur le premier chapitre, il y avait déjà 6 fanarts à peu près, je crois. Je sais plus, mais je regarderai la vidéo pour m'en rappeler. Et en tout cas, j'ai un folder là, de merde R34, dans lequel il y a toutes les images, pour savoir combien il y en a, bien entendu. Et aussi parce que, bah, R34, des fois, il y a des fanarts qui sont pas forcément des trucs sexuels, donc... Comme ça, je pourrais faire un décompte en disant officiellement il y en a 6, officieusement il y en a 5 par exemple, etc. Et vous en faites pas, je fais le décompte et je vois des horreurs, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Sur un point un peu plus sérieux donc, bon alors Shanks est venu rendre visite à son vieil ami Gaban. Il fait une petite blague en expliquant que, bon alors je pense que c'est un peu le sous-texte, hein. Gaban était un peu un coureur de jupons et bon bah il veut pas que son épouse, sa dulcinée, son amoureuse avec qui il a eu un bébé, elle soit au courant. Shanks a ses 2 bras, c'est normal, c'était bien avant qu'il sacrifie son bras pour Luffy, donc c'est logique. Et surtout il semblerait qu'il ait la marque des abysses. Alors je suis d'accord, cette marque est drastiquement différente de celle dont on a déjà pu voir. Mais c'est un dessin, la marque est toute petite, donc on sait pas trop. Et ensuite, eh ben, j'ai envie de vous dire que Shanks est allé à Marie-Joise. Parce qu'il le dit lui-même, hein, il a vu Harald à Marie-Joise. Il est venu à Airbuff pour lui parler de choses dont il pouvait pas parler à Marie-Joise. Donc moi, je vous le dis encore et encore, je pense que Shanks, pardon, c'est le gars qui est allé voir les doyens pendant la rêverie. Je pense pas que ce soit Shamrock. Bon, après, on va me donner tort, hein, je pense, mais bon. En fait, jusqu'au moment où on nous révèle la couleur de cheveux de Shamrock, j'ai envie d'y croire, parce que vu que Shamrock c'est un trèfle, j'ai envie que ses cheveux ils soient verts. Bon, s'ils sont rouges, vu que je suis un fan hardcore, ça me dérangera pas, mais j'ai envie vraiment, je veux, par pitié, Seigneur, Marie-Joseph, Fruit. Bon, au-delà de ça, il est venu pour parler à Harald, mais Harald il est capoute, mais ça il le sait pas. Et moi je trouve ça assez surprenant que Shanks du coup, après l'exécution de Roger, ben il voulait, voilà avec Baggy on sait, mais il voulait, enfin il est allé à Marie-Joise, donc est-ce que ça veut dire que Garling l'a récupéré, qu'il a pris connaissance de son lore personnel, et qu'après il est devenu pirate ou un truc à la con comme ça? Enfin il est devenu pirate, enfin il est devenu Shanks le roux, le pirate, hein, parce que bon bien entendu avant ça il était pirate, hein, il était dans l'équipage de Roger, donc voilà, hein, mais voilà. Autre élément avec Shanks concernant les détails, c'est lorsqu'on le voit dans le flashback où Uta est enfant et ce qu'on suppose être Luffy et bébé, il a ses 2 bras, bon cela coule de source, mais il est plus jeune et surtout il n'a pas sa cicatrice. Alors je ne sais pas comment l'interpréter, mais ça veut dire que entre le moment où Roger il est capoute, entre le moment où il a rejoint Gaban dans son bain afin de voir Harald à Airbuff. Entre temps, il a déjà créé son équipage de pirates. Ce qui, à mon sens, est quand même assez étrange. S'il est sur Marie-Joise et que bah... Il y a le papa, il y a le frérot, et enfin nous passons à la fin de ce chapitre. Après je vous dirai caproute et au revoir. Parce qu'il y a une question qui reste en suspens. Harald il était apprécié, il était respecté, mais pourquoi les gens il admiraient? Non parce qu'il y a 109 ans... Donc on va là l'équipage des géants qui faisait redouter tout le monde. On voit Dory et Broggy d'ailleurs, ça correspond avec leur âge puisqu'actuellement ils ont 160 ans. Mais on voit Kashi et Omio qui ont respectivement 93 et 88 ans. Donc bon, hein, on va dire que c'est une illustration et que... Hein, voilà, parce que sinon c'est ce qu'on appelle un faux raccord Oda. Hein, le maître génie. En fait je vanne beaucoup parce que je trouve que Oda a écrit une belle histoire et tout. Et qu'il y a vraiment une bonne gestion du lore grâce au Wicca notamment, mais une bonne gestion du lore par rapport aux préparations paiement et autres foreshadowing. Mais des fois faut admettre c'est pas tant le génie machin, il travaille énormément, c'est pour ça qu'il y a des faux raccords, c'est pas le problème. Mais c'est juste que vu que tout le monde le suce à poison, j'aime bien faire la contrebalance et balancer des boutades, mais Oda, nous t'aimons tous et nous te respectons et on a hâte que tu finisses ta merde afin de pouvoir être avec ta femme. Hein, et comme ça, moi je pourrais aussi mourir en paix. Enfin, je pourrais mourir tout court en fait. Dans tous les cacas, on apprend que Harald était un immense sac à merde. Et aussi, ça fait un parallèle avec Loki, c'est marrant. Bref, moi je vous dis bisous, je vous dis à la prochaine. Caca, prout. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez,
Au revoir.